Dans les archives géologiques et archéologiques de notre planète, il existe des périodes pour lesquelles les données disponibles demeurent fragmentaires, incomplètes ou sujettes à interprétations multiples. L'une des questions les plus sobrement fascinantes que pose la préhistoire concerne non pas ce que nous savons, mais ce que les couches sédimentaires, les pollens fossilisés et les séquences stratigraphiques ne nous révèlent pas encore clairement. Entre certaines transitions climatiques majeures, notamment autour des grandes glaciations du Pléistocène et des périodes interglaciaires, les traces d'activité humaine présentent des discontinuités que les archéologues continuent d'étudier avec méthode. Ces silences d'entrant dans le registre ne constituent en tout pas des preuves d'absence, mais reflètent plutôt les limites inhérentes à la fossilisation, à l'érosion, à la montée des niveaux marins ayant englouti d'anciens littoraux et aux contraintes des techniques de datation actuelles. Ce que la science n'explique pas encore aujourd'hui représente non pas un mystère insurmontable, mais un programme de recherche en cours, nourri de nouvelles fouilles, de méthodes paléogénomiques et d'analyses isotopiques toujours plus précises. Il y a quelque chose de particulièrement saisissant dans le fait de tenir entre ses mains un éclat de silex taillé il y a 300 000 ans. Non pas pour ce qu'il révèle, mais pour ce qu'il ne dit pas. L'objet existe. Il a été façonné par une main, guidé par une intention, produit dans un contexte social que nous ne pouvons qu'entrevoir. Et pourtant, autour de lui, le silence géologique est presque total. Les couches qui l'encadrent ont été comprimées, déplacées, lessivées, présentées par des millénaires de processus naturels. Ce que nous tenons n'est pas une fenêtre ouverte sur le passé. C'est un fragment isolé dans une obscurité presque complète. La préhistoire humaine s'étend sur une durée que l'esprit moderne peine à véritablement saisir. Si l'on comprime l'ensemble de l'histoire de la vie sur Terre en une seule année calendaire, l'Homo sapiens n'apparaît que dans les dernières heures du 31 décembre. Et pourtant, même à l'intérieur de cette infime fraction de temps, les archives que nous possédons demeurent extraordinairement lacunaires. Les archéologues estiment que la grande majorité des sites d'occupation humaine préhistorique n'ont jamais été découverts, soit parce qu'ils se trouvent sous des dizaines de mètres de sédiments, soit parce qu'ils ont été emportés par l'érosion, engloutis par la montée des océans, ou tout simplement décomposés par le temps. Ce constat n'est pas une critique de la science archéologique. C'est une observation fondamentale sur la nature même du registre fossile et sédimentaire. La préservation des traces humaines dépend d'une combinaison de facteurs rarissimes. Un environnement chimiquement favorable à la minéralisation, une absence relative de perturbations tectoniques, une profondeur de sédimentation suffisante pour protéger sans détruire. Dans la grande majorité des environnements où les humains ont vécu, forêts tropicales, plaines littorales, deltas fluviaux, ces conditions ne sont presque jamais réunies sur de longues périodes. Les premières traces archéologiques qui nous permettent de parler d'un comportement humain reconnaissable remontent à environ 3,3 millions d'années, avec les outils de la culture oldowayenne, découverts en Afrique de l'Est, notamment au Kenya et en Tanzanie. Ces artefacts, attribués à des hominines comme Australopithecus ou des membres primitifs du genre Homo, sont des éclats de roches modifiés de façon intentionnelle. Ils ne disent presque rien sur la vie sociale, le langage ou la structure cognitive de leurs fabricants. Ils nous disent seulement que quelqu'un a frappé une pierre contre une autre avec un objectif précis. Entre ces premières traces et l'apparition de comportements que nous pourrions qualifier de symboliques, parures, pigments, représentations graphiques, s'étend un fossé temporel d'environ 3 millions d'années. Ce fossé n'est pas vide. Il contient des centaines de milliers de générations d'hominines qui ont vécu, se sont organisées, ont transmis des savoirs. Les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre derrière eux et si fragmentaire que toute reconstitution de leur monde intérieur reste essentiellement hypothétique. La géologie nous offre un cadre. Les grandes périodes glaciaires du Pléistocène, qui se succèdent approximativement tous les 100 000 ans en raison des cycles de Milankovitch, variation de l'orbite terrestre, de l'inclinaison de l'axe et de la précession des équinoxes, ont profondément reconfiguré les paysages dans lesquels évoluaient ces populations. Lors des maxima glaciaires, une part significative de l'eau des océans se trouvait immobilisée sous forme de glace continentale. Le niveau des mers était alors inférieur de 120 à 130 mètres par rapport au niveau actuel. Des pans entiers de ce qui est aujourd'hui le plancher océanique constituait encore des terres émergées habitables.
la Sundaland en Asie du Sud-Est, la Beringie entre l'Asie et l'Amérique, une vaste plaine dans la mer du Nord, des plateaux côtiers aujourd'hui immergés sur presque tous les continents. Ces zones qui ont pu concentrer une part importante des populations humaines préhistoriques, précisément parce qu'elles offraient des ressources abondantes, estuaires, zones de pêche, plaines côtières fertiles, sont aujourd'hui inaccessibles à l'archéologie conventionnelle. Elles reposent sous des dizaines de mètres d'eau. Les rares investigations sous-marines menées dans ces régions ont parfois mis au jour des structures ou des vestiges organiques, mais leur étude systématique reste hors de portée des techniques et des budgets actuels. C'est dans ce contexte que la notion de fossé temporel que la science ne peut expliquer prend son sens le plus précis et le plus honnête. Il ne s'agit pas d'une anomalie mystérieuse ou d'une connaissance délibérément dissimulée. Il s'agit d'une limite structurelle inhérente à la façon dont le temps détruit, déplace et ensevelit les traces de l'existence humaine. La science archéologique n'est pas en échec face à ce fossé. Elle en cartographie patiemment les contours, développe de nouvelles méthodes de prospection, affine ses techniques de datation et accumule progressivement des données qui permettront peut-être de réduire l'obscurité sans jamais l'éliminer entièrement. Ce que nous savons aujourd'hui sur la préhistoire humaine est le résultat de plus d'un siècle et demi de fouilles, d'analyses et de révisions théoriques. Ce que nous ne savons pas encore est probablement beaucoup plus vaste, et c'est précisément dans cet espace entre le connu et l'inconnu que la recherche préhistorique continue de progresser, lentement, méticuleusement, avec la rigueur que l'obscurité du passé exige. Les textes anciens ne sont pas des archives historiques au sens moderne du terme. Ils ne prétendent pas, dans leur grande majorité, restituer des faits vérifiables avec la précision que nous attendons d'un rapport archéologique. Ils sont des constructions culturelles, des systèmes de sens élaborés pour répondre à des questions fondamentales. D'où venons-nous? Qu'est-ce qui existait avant nous? Comment le monde a-t-il pris sa forme présente? Cette distinction est essentielle pour aborder avec rigueur ce que les traditions textuelles anciennes évoquent lorsqu'elles parlent d'un temps primordial, d'un âge antérieur, d'une condition originelle qui aurait précédé l'ordre actuel des choses. Parmi les textes les plus anciens que nous possédons, la liste royale sumérienne occupe une place particulière. Rédigée vers 2100 avant notre ère, probablement sous le règne de la troisième dynastie de Ur, elle présente une séquence de rois ayant gouverné avant et après un déluge universel. Les règnes antédiluviens y sont exprimés en durée extraordinaire, puis plusieurs dizaines d'Artia, milliers d'années pour un seul souverain, ce qui a naturellement alimenté des spéculations sur l'existence d'une civilisation préhistorique avancée, dont ces chiffres seraient le souvenir déformé. L'interprétation académique dominante est différente. Ces durées extravagantes reflètent une conception sumérienne du temps royal comme catégorie cosmique plutôt que chronologique. Plus un règne est ancien, plus sa légitimité divine est affirmée par une durée symboliquement démesurée. La liste royale est un document politique autant que mémoriel, conçu pour inscrire la royauté dans un continuum cosmologique qui remonte aux origines du monde. Le texte akkadien de l'Atrahasis, daté approximativement du XVIIIe siècle avant notre ère, offre une autre perspective. Il décrit la création de l'humanité comme réponse à un problème pratique des dieux, qui effectuera le travail pénible que les dieux mineurs refusent de continuer. L'humanité y est présentée comme une création fonctionnelle, destinée à prendre en charge l'entretien du monde divin. Le récit inclut un déluge envoyé pour réduire une humanité devenue trop nombreuse et trop bruyante, et la survie d'un seul homme juste avec sa famille. Ce motif du déluge comme réinitialisation du monde humain apparaît dans des traditions extrêmement diverses, mésopotamiennes, grecques, indiennes, mésoaméricaines, australiennes, ce qui a conduit certains chercheurs à postuler une origine commune liée à un événement climatique réel. Cette hypothèse mérite d'être examinée sérieusement, mais avec précision. La montée des eaux qui a suivi le dernier maximum glaciaire, entre environ 20 000 et 6 000 ans avant le présent, a effectivement été un phénomène de transformation paysagère majeur. Des baies, des mers intérieures et des bassins côtiers entiers ont été inondés sur des périodes allant de quelques siècles à quelques millénaires. La mer Noire a probablement connu une transgression marine significative, peut-être brutale selon certains modèles, vers 5600 avant notre ère. La mer de Sunda a englouti la Sundaland. La Beringie a disparu sous les eaux. Ces événements réels ont vraisemblablement laissé des traces dans les mémoires culturelles des populations qui les ont vécues, transmises oralement pendant des millénaires avant d'être éventuellement fixées par écrit.
Mais ici intervient une limite méthodologique importante. La transmission orale sur des milliers d'années ne préserve pas des faits avec précision. Elle transforme, amplifie, symbolise, intègre des événements dans des cadres mythologiques préexistants. Un déluge régional survenu il y a 8000 ans, même s'il a été traumatisant pour les populations qui en ont fait l'expérience, ne devient pas automatiquement le récit universel que nous lisons dans l'Atrahasis ou dans la Genèse. La ressemblance entre des traditions de déluge géographiquement dispersées peut aussi s'expliquer par des phénomènes de diffusion culturelle, par des archétypes narratifs communs liés à la vulnérabilité humaine face aux forces naturelles, ou simplement par la convergence indépendante autour de motifs psychologiquement universels. Les textes védiques anciens, et en particulier les hymnes du Rig Veda, évoquent eux aussi un ordre primordial antérieur au monde présent. Le concept de Erta, l'ordre cosmique, la vérité universelle, implique une structure existant avant et au-delà de l'humanité. Les Puranas, textes plus tardifs de la tradition hindoue, développent une cosmologie cyclique dans laquelle l'humanité traverse des âges successifs de durée et de qualité décroissante. Le Satya Yuga, âge d'or d'une perfection originelle, puis le Treta Yuga, le Dvapara Yuga et enfin le Kali Yuga, âge de déclin dans lequel nous nous trouverions actuellement. Cette structure cyclique n'est pas propre à l'Inde, on la retrouve dans la théogonie d'Hésiode avec sa succession d'âges métalliques, dans les conceptions mayas du calendrier long, dans certaines traditions iraniennes. Ces parallèles sont fascinants d'un point de vue comparatiste, mais ils doivent être interprétés avec soin. La récurrence du motif d'un âge d'or primordial suivi d'une dégradation progressive est probablement moins le reflet d'une mémoire collective d'une civilisation préhistorique réelle que l'expression d'une structure cognitive et narrative très répandue, la tendance humaine à situer la perfection dans un passé idéalisé, en contraste avec les imperfections du présent perçu. Cette tendance est documentée dans des cultures qui n'ont pas eu de contact entre elles, ce qui suggère qu'elle répond à des mécanismes psychologiques profonds plutôt qu'à une transmission historique commune. Les textes mésoaméricains, et en particulier le Popol Vuh maya, offrent une autre variation sur ce thème. Le texte décrit plusieurs créations successives de l'humanité, chacune imparfaite, chacune détruite avant d'aboutir à la création présente. Les humanités antérieures sont faites de boue, puis de bois, et n'atteignent pas la conscience et la gratitude que les dieux recherchent. Cette structure narrative de tentatives et d'échecs divins de créations antérieures effacées a parfois été interprétée comme le souvenir codé d'extinction ou de transformation préhistorique réelle. L'archéologie mésoaméricaine ne confirme pas cette lecture littérale, mais elle n'interdit pas non plus de considérer que des expériences collectives de catastrophes naturelles, sécheresses prolongées, séismes, éruptions volcaniques, elle a pu alimenter ce cadre narratif. Ce que les textes anciens nous offrent, en définitive, n'est pas une fenêtre directe sur une préhistoire perdue. Ils nous offrent quelque chose de différent et peut-être de plus précieux. Une cartographie des questions que les sociétés humaines se sont posées sur leurs origines et des structures symboliques qu'elles ont développées pour y répondre. L'archéologie des textes est, à sa façon, aussi révélatrice que l'archéologie du sol. Elle montre que partout et à toutes les époques, les humains ont ressenti le besoin de donner un sens à ce qui existait avant eux, de nommer le temps qui précède la mémoire, de construire une origine qui justifie l'ordre présent. Ce besoin est lui-même un fait anthropologique de première importance, indépendamment de la réalité historique des récits qui en résultent. La distribution géographique des sites préhistoriques majeurs n'est pas le reflet fidèle de la répartition réelle des populations humaines anciennes. Elle est, avant tout, le résultat d'une combinaison de facteurs taphonomiques, climatiques, politiques et économiques qui ont déterminé quels endroits du monde ont été fouillés, quels types de sols ont préservé les vestiges et quelles régions ont bénéficié d'une attention scientifique soutenue. Comprendre cette géographie biaisée est essentiel pour interpréter correctement ce que les archives archéologiques Tuzhou nous disent et ce qu'elles omettent structurellement. L'Afrique de l'Est occupe une place centrale dans notre compréhension de l'évolution humaine, et ce pour des raisons qui tiennent autant à la géologie qu'à l'histoire de la discipline. Le rift africain, cette grande fracture tectonique qui s'étend du Mozambique jusqu'à la mer Rouge, a créé des conditions exceptionnelles de préservation. Les sédiments volcaniques qui s'y sont déposés au fil des millions d'années contiennent des niveaux de cendres datables par des méthodes radiométriques très précises. Les ossements et les outils enfouis dans ces couches ont été protégés de l'érosion dans de nombreux sites, permettant une datation et une contextualisation que peu d'autres régions du monde peuvent offrir.
Olduvai en Tanzanie, Kobifora au Kenya, Hadar en Éthiopie. Ces sites sont devenus des références mondiales, non pas parce que l'humanité y était nécessairement plus présente ou plus évoluée, mais parce que les conditions de préservation y étaient remarquablement favorables. En dehors de l'Afrique de l'Est, la situation est radicalement différente. En Asie du Sud-Est, des régions comme Sumatra, Java, Bornéo ou la péninsule malaise ont livré des fossiles hominines importants. Homo erectus à Trinil, Homo floresiensis sur l'île de Flores, mais dans des contextes géologiques beaucoup moins favorables à une stratigraphie continue. La chaleur humide, les sols acides des forêts tropicales, les régimes de précipitations intenses accélèrent la décomposition organique et rendent la préservation des restes biologiques extrêmement aléatoire. Ce que nous avons trouvé dans ces régions est probablement infime par rapport à ce qui a existé. L'Europe, et particulièrement la région franco-cantabrique, offre un autre type de biais. Les grottes calcaires du sud de la France et du nord de l'Espagne ont préservé des peintures, des gravures et des vestiges osseux dans des conditions presque idéales. Lascaux, Altamira, Chauvet, Font de Gaume, ces sites ont été découverts, étudiés et protégés dans le cadre d'une tradition académique européenne bien développée. Ils ont contribué à construire une image de la préhistoire tardive centrée sur l'Europe occidentale qui, sans être fausse, est manifestement incomplète. Des sites d'art rupestre tout aussi anciens existent en Indonésie, en Australie, en Afrique du Sud, et leur étude systématique a révélé que la capacité symbolique humaine n'était pas un phénomène localement européen, mais une émergence globale, dont nous ne percevons encore que des éclats dispersés. L'Australie représente un cas particulièrement instructif. Des datations récentes, notamment celles obtenues sur des grains de sable par luminescence optiquement stimulée sur le site de Majet Bébé, dans le territoire du Nord, suggèrent une présence humaine remontant à au moins 65 000 ans, peut-être davantage. Cette date, si elle est sans confirmer, implique que des populations humaines ont traversé des étendues marines significatives, même en période de bas niveau marin, bien avant ce que certains modèles de migration envisageaient. Elle pose des questions sur les capacités nautiques précoces des populations humaines, sur leurs connaissances environnementales et sur l'étendue réelle de leur dispersion géographique à des périodes que nous documentons encore très imparfaitement. L'Amérique constitue un autre terrain de débat géographique intense. Le modèle, longtemps dominant, d'une colonisation par la Béringie, daté d'environ 15 à 20 000 ans avant le présent, est aujourd'hui sérieusement compliqué par des découvertes suggérant une présence humaine antérieure. Le site de Monteverde, au Chili, avec ses datations autour de 14 500 ans, est désormais largement accepté. Mais des sites comme Pedra Furada au Brésil, dont certaines couches ont été datées entre 40 et 50 000 ans, restent vivement débattus. La controverse n'est pas résolue et elle illustre précisément comment la géographie des découvertes et les présupposés théoriques qui les encadrent influencent notre lecture du registre archéologique. Il faut également mentionner les zones qui n'ont tout simplement pas été fouillées de façon systématique. De vastes régions d'Afrique centrale et occidentale, une grande partie de l'Asie centrale, les plaines sibériennes, les zones arctiques et subarctiques, toutes ces régions présentent dans des lacunes documentaires immenses qui ne reflètent pas une absence humaine, mais une absence de recherche. Les ressources financières, les infrastructures académiques, les conditions d'accès et les priorités politiques nationales déterminent en grande partie où les archéologues travaillent. La carte mondiale des sites préhistoriques connus est donc aussi une carte des inégalités de la recherche scientifique. Enfin, il convient de rappeler que les plateaux continentaux immergés représentent probablement la zone géographique la plus sous-explorée de toute la préhistoire humaine. Lors du dernier maximum glaciaire, voici environ 20 à 22 000 ans, ces plateaux constituaient des terres émergées potentiellement très habitées. La remontée des eaux qui a suivi, progressive mais inexorable sur plusieurs millénaires, a recouvert ces espaces d'une couverture marine qui les rend aujourd'hui presque inaccessibles. Quelques programmes d'archéologie sous-marine, notamment en mer du Nord, en mer de Chine méridionale et sur certains littoraux méditerranéens, ont commencé à documenter ces zones, mais il s'agit encore d'initiatives ponctuelles face à l'immensité de ce qui reste à explorer. La géographie du savoir préhistorique est donc inévitablement partielle. Elle nous informe autant sur les conditions de la recherche que sur les réalités du passé. Le climat n'est pas un décor passif dans l'histoire humaine. Il est un acteur structurant capable de remodeler en quelques siècles les paysages dans lesquels évoluent les populations.
de déplacer les ressources alimentaires, d'ouvrir ou de fermer des corridors migratoires, de transformer des terres habitables en déserts ou en toundra et de noyer sous les eaux des côtes entières qui avaient pu concentrer, pendant des millénaires, une part importante de la démographie humaine. Comprendre les transitions climatiques majeures de la préhistoire est donc indissociable de la compréhension des dynamiques humaines qui leur sont contemporaines. La chronologie climatique du Quaternaire tardif est aujourd'hui documentée avec une précision remarquable grâce à plusieurs archives indépendantes. Les carottes de glace prélevées en Antarctique et au Groenland enregistrent la composition isotopique de l'atmosphère ancienne, permettant de reconstituer les températures et les concentrations en gaz à effet de serre sur plusieurs centaines de milliers d'années. Les carottes sédimentaires prélevées dans les fonds marins et dans les lacs conservent des assemblages de pollen, de micro-organismes et de minéraux dont les variations reflètent les changements environnementaux successifs. Les stalagmites des grottes, dont la croissance est contrôlée par la chimie des eaux d'infiltration, offrent des enregistrements à haute résolution temporelle de la pluviométrie et des températures régionales. L'ensemble de ces archives, croisées et calibrées, dresse le portrait d'un climat quaternaire profondément instable, rythmé par des oscillations d'une amplitude considérable. Le dernier cycle glaciaire a débuté il y a environ 115 000 ans, marquant la fin de l'interglaciaire Émien, une période chaude durant laquelle les températures moyennes étaient légèrement supérieures aux températures actuelles et le niveau des mers légèrement plus élevé. La transition vers le stade glaciaire a été progressive, ponctuée d'oscillations, et s'est traduite par une expansion progressive des calottes glaciaires aux hautes latitudes, un abaissement du niveau marin, une contraction des zones forestières au profit des steppes et des toundras, et un assèchement général des régions subtropicales. Pour les populations humaines qui traversaient cette période, les conséquences ont été profondes. Contraction des ressources végétales, modification des routes migratoires, pression accrue sur les zones refuges qui maintenaient en des conditions habitables. Le dernier maximum glaciaire, centré approximativement entre 26 000 et 19 000 ans avant le présent, représente le point culminant de cette glaciation. Les températures moyennes mondiales étaient alors inférieures d'environ 6 à 8 degrés Celsius aux températures pré-industrielles. La calotte laurentidienne couvrait la majeure partie de l'Amérique du Nord jusqu'aux Grands Lacs. La calotte phénoscandienne s'étendait sur l'ensemble de l'Europe du Nord. Le niveau des mers était inférieur d'environ 120 à 130 mètres au niveau actuel. Ces conditions n'étaient pas uniformément hostiles à la vie humaine. Les steppes à mammouth des latitudes moyennes étaient productives en gibier. Mais elles imposaient des contraintes migratoires et subsistentielles très différentes de celles que connaissent les sociétés contemporaines. La déglaciation qui a suivi le dernier maximum glaciaire n'a pas été un processus simple et linéaire. Elle a été ponctuée d'événements climatiques abrupts dont certains ont eu des conséquences écologiques et humaines potentiellement significatives. Le Dryas récent, survenu entre environ 12 900 et 11 700 ans avant le présent, constitue l'un des épisodes les plus documentés de cette déglaciation perturbée. En l'espace d'une ou deux décennies, une rapidité extraordinaire à l'échelle géologique, les températures dans l'hémisphère nord ont chuté de plusieurs degrés, provoquant une réavancée des glaciers, une contraction des zones forestières et une perturbation majeure des écosystèmes. Les populations humaines du Proche-Orient, en pleine transition vers les premières formes d'agriculture, ont vraisemblablement dû adapter leur stratégie de subsistance à ces conditions dégradées. L'origine du Dryas récent est attribuée à une perturbation de la circulation thermohaline atlantique, le système de courants océaniques qui transporte la chaleur des tropiques vers les hautes latitudes, provoqué par un apport massif d'eau douce froide issue de la fonte des glaces. L'hypothèse d'un impact d'astéroïdes ou de comètes comme déclencheur de cet événement a été proposée et débattue dans la communauté scientifique depuis la publication en 2007 d'un article suggérant la présence de marqueurs cosmiques dans les couches sédimentaires correspondant au début du Dryas récent. Cette hypothèse, connue sous le nom de Younger-Dryas Impact Hypothesis, reste vivement controversée. Plusieurs équipes de recherche ont contesté l'interprétation des marqueurs présentés comme cosmiques, et le consensus scientifique actuel penche vers des causes climatiques internes, notamment la vidange de lacs proglaciaires. Le débat illustre cependant la complexité des interactions entre événements ponctuels et processus climatiques à long terme. La transition vers l'Holocène, il y a environ 11 700 ans, marque un réchauffement relativement rapide et l'établissement d'un régime climatique proche du régime actuel.
Cette transition n'a pas été instantanée et n'a pas non plus produit immédiatement les conditions qui prévalaient à l'optimum climatique de l'Holocène, période chaude et humide centrée autour de 6 à 7 000 ans avant le présent. La mise en place progressive de ces nouvelles conditions climatiques a accompagné et probablement facilité les transitions vers l'agriculture et la sédentarisation observées indépendamment dans plusieurs régions du monde au cours du néolithique. Il est important de noter que les transitions climatiques ne provoquent pas mécaniquement des transformations culturelles ou démographiques. Les relations entre changement climatique et changement social sont complexes, médiées par des facteurs locaux, des capacités d'adaptation, des structures sociales et des ressources disponibles. Des populations humaines ont traversé les conditions les plus sévères du dernier maximum glaciaire sans disparaître, en développant des technologies, vêtements, habitats, stockage alimentaire qui leur permettaient donc de maintenir une présence dans des environnements hostiles. D'autres, mieux situés dans des zones refuges, ont maintenu des densités démographiques relativement élevées tout au long de la glaciation. La résilience humaine face aux variations climatiques préhistoriques est, en elle-même, un sujet d'étude archéologique important. Ce que le registre climatique nous révèle, en définitive, c'est que les sociétés humaines préhistoriques ont évolué dans un environnement profondément variable, soumis à des transformations parfois rapides et de grande amplitude. Les fossés dans notre documentation de ces sociétés ne reflètent pas seulement les limites de l'archéologie. Ils reflètent aussi la réalité géophysique d'un monde dont les paysages, les côtes et les ressources ont été profondément remodélés plusieurs fois au cours des 100 derniers millénaires. L'étude des transitions climatiques est ainsi une clé indispensable pour interpréter correctement les silences du registre archéologique. La disparition d'une culture dans le registre archéologique ne signifie pas la disparition des populations qui la portaient. Cette distinction fondamentale, mais souvent négligée, est au cœur de nombreux débats préhistoriques. Lorsqu'une tradition technologique ou stylistique cesse d'apparaître dans les couches sédimentaires d'une région donnée, plusieurs explications non exclusives sont possibles. Les populations ont émigré vers d'autres zones, elles ont adopté de nouvelles techniques ou styles au contact d'autres groupes, elles ont été absorbées par des populations voisines, elles ont été décimées par une épidémie ou une catastrophe environnementale, ou simplement leurs traces ont cessé d'être préservées dans les contextes géologiques disponibles. Démêler ces possibilités est l'un des exercices les plus exigeants de l'archéologie préhistorique. Le cas des Néandertaliens illustre exemplairement cette complexité. Homo neanderthalensis disparaît du registre archéologique européen et proche-oriental il y a environ 40 000 ans, coïncidant approximativement avec l'arrivée d'Homo sapiens dans ces régions. Cette coïncidence temporelle a longtemps alimenté le modèle du remplacement total, dans lequel les sapiens auraient éliminé les néandertaliens par compétition directe ou par des formes de violence. Les données paléogénomiques obtenues depuis 2010 ont considérablement complexifié ce tableau. Il est désormais établi que des événements de métissage entre néandertaliens et sapiens ont eu lieu, et que les populations non africaines actuelles portent en moyenne entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. La disparition des Néandertaliens en tant que population distincte s'est donc accompagnée d'une intégration partielle dans le pool génétique sapiens, ce qui implique des contacts prolongés et une coexistence dont la nature précise reste largement inconnue. La transition aurignacienne en Europe, marquant l'apparition des premières cultures du Paléolithique supérieur attribuées à Homo sapiens, est elle-même un événement archéologique dont la continuité ou la rupture avec les traditions moustériennes néandertaliennes est débattue. Certains sites présentent des couches de transition qui ont été interprétées comme des industries de contact, le châtel péronnien, associé à des restes néandertaliens dans quelques sites français et espagnols, suggérant que les Néandertaliens ont pu adopter certains éléments du comportement sapiens avant leur disparition définitive. D'autres chercheurs contestent cette interprétation et attribuent ces industries à une contamination stratigraphique ou à une mauvaise attribution des restes osseux. Le débat reste ouvert. Au-delà du cas néandertalien, le registre paléolithique présente plusieurs autres épisodes de rupture culturelle dont les causes restent mal comprises. La disparition de la culture de Clovis en Amérique du Nord, vers 12 900 ans avant le présent, coïncide avec le début du Dryas récent et avec l'extinction de la mégafaune pléistocène nord-américaine. La relation causale entre ces trois phénomènes, refroidissement climatique, disparition faunique et transformation culturelle,
est l'objet d'une littérature considérable et de débats persistants. La chasse intensive par les populations de Clovis a-t-elle contribué à l'extinction de la mégafaune, qui aurait ensuite déstabilisé une économie de subsistance fortement dépendante du grand gibier? Le refroidissement du Drias récent a-t-il directement contraint ces populations à transformer leur stratégie, produisant les cultures archéologiquement distinctes qui lui succèdent? L'hypothèse d'un impact cosmique évoquée plus tôt a-t-elle joué un rôle? Aucune réponse définitive n'est disponible. En Europe, la transition entre le Gravétien et le Solutréen, vers 22 000 ans avant le présent, au moment du maximum glaciaire, présente une rupture technologique notable. Le Solutréen, caractérisé par une technique de taille par pression extrêmement sophistiquée, produisant des pointes d'une finesse remarquable, apparaît relativement abruptement dans le registre ibérique et français, sans précurseur clairement identifié. Cette rupture a alimenté des théories sur une origine extérieure. Certains auteurs ont proposé, de façon très controversée, une connexion avec des traditions lithiques nord-africaines ou même nord-américaines. L'archéologie mainstream attribue cette transition à des développements locaux dans un contexte de forte pression sélective liée aux conditions climatiques sévères du maximum glaciaire, mais admet que la séquence évolutive n'est pas entièrement documentée. Les grandes extinctions de la mégafaune mondiale constituent un autre type de rupture dont les implications pour les sociétés humaines préhistoriques sont considérables. Entre environ 50 000 et 10 000 ans avant le présent, la planète a perdu une proportion extraordinaire de ses grands mammifères, mammouths, mastodontes, mégacéros, lions des cavernes, ours des cavernes, paresseux géants, toxodons et des dizaines d'autres genres. Le débat sur la part respective du changement climatique et de la chasse humaine dans ces extinctions se poursuit depuis des décennies. Les données actuelles suggèrent que la réponse varie selon les régions et les espèces. Bantrak Sekiar. En Australie, les extinctions précèdent les maxima glaciaires et coïncidant avec l'arrivée humaine, suggérant un rôle prédominant de la pression de chasse sur des animaux sans expérience préalable de prédateurs humains. En Amérique du Nord et du Sud, le timing est plus complexe et implique probablement une interaction entre changement climatique et pression anthropique. En Afrique, où la coévolution entre humains et faune a été beaucoup plus longue, les extinctions ont été moins sévères. Ces extinctions ont profondément reconfiguré les écosystèmes dans lesquels vivaient les populations humaines, éliminant des ressources alimentaires importantes et modifiant les paysages écologiques. Elles ont probablement contribué à des transformations culturelles dont nous voyons les effets dans le registre archéologique, sans toujours en comprendre les mécanismes précis. La disparition des représentations de mammouths et de rhinocéros laineux de l'art rupestre européen au cours du Tardiglaciaire est contemporaine de la raréfaction puis de l'extinction de ces espèces dans la région. Elle illustre comment la mémoire culturelle et le système symbolique s'articulent aux transformations écologiques réelles. Ce que toutes ces ruptures nous enseignent, c'est que la préhistoire humaine n'est pas une ligne continue de progrès cumulatif, mais une séquence de transformation, d'adaptation, de perte et de réinvention. Des savoir-faire techniques ont pu être perdus puis réinventés. Des réseaux d'échanges ont pu se former, se contracter et disparaître. Des populations entières ont pu être absorbées, déplacées ou décimées, laissant dans le registre archéologique des discontinuités que nous tentons d'interpréter avec les outils dont nous disposons. La préhistoire est aussi une histoire de ce qui a été perdu, et cette dimension de perte est constitutive de la façon dont nous comprenons les fossés du registre. Reconstruire l'organisation sociale des populations du Paléolithique tardif à partir du registre archéologique est un exercice qui exige à la fois une rigueur méthodologique stricte et une conscience claire des limites de l'inférence. Les sociétés humaines sont des systèmes complexes dont la majeure partie, les relations interpersonnelles, les structures d'autorité, les systèmes de croyances, les pratiques linguistiques, les règles de parenté, ne laissent aucune trace matérielle directe. Ce que nous trouvons dans les sites archéologiques du Paléolithique tardif, soit approximativement entre 50 000 et 12 000 ans avant le présent, sont des vestiges de comportement, des outils, des foyers, des restes osseux phoniques, des parures, des colorants, des représentations graphiques. Inférer de ces comportements une structure sociale cohérente demande des modèles interprétatifs que les archéologues construisent avec prudence en comparant les données matérielles avec celles de l'ethnographie des sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporaines. La comparaison ethnographique est un outil précieux mais imparfait.
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs documentées au XIXe et XXe siècle, les Sandu Kalahari, les Hadza de Tanzanie, les peuples Yupik d'Alaska, les groupes Andamanais, offrent des modèles d'organisation sociale que les archéologues utilisent comme point de référence. Ces sociétés présentent certaines caractéristiques récurrentes. Des groupes de taille modeste, généralement entre 25 et 50 individus pour les bandes résidentielles, des structures d'autorité non formalisées, basées sur le prestige et le consensus plutôt que sur la coercition, des réseaux d'alliances matrimoniales et économiques s'étendant bien au-delà du groupe résidentiel immédiat, des pratiques de partage alimentaire qui constituent à la fois un mécanisme de sécurité sociale et un vecteur de cohésion. Ces caractéristiques sont-elles extrapolables au groupe du Paléolithique tardif ? L'archéologie offre quelques indices convergents. L'analyse des matières premières lithiques, les roches à partir desquelles sont taillés les outils, révèle que des matériaux provenant de sources distantes de plusieurs centaines de kilomètres se retrouvent dans certains sites. Ce n'est pas la preuve d'échanges organisés au sens commercial, mais c'est la démonstration que des réseaux de circulation d'objets existaient, impliquant des contacts réguliers entre groupes géographiquement séparés. Ces réseaux pouvaient servir non seulement à la circulation des matières premières, mais aussi des informations, des partenaires matrimoniaux, des individus dont les compétences particulières étaient bien valorisées. Les sépultures du Paléolithique tardif constituent une source d'informations particulièrement riche sur l'organisation sociale, bien que leur interprétation reste débattue. Les premières sépultures intentionnelles documentées remontent à environ 100 000 ans en Afrique du Sud et au Proche-Orient, mais c'est surtout à partir du Paléolithique supérieur, après environ 50 000 ans, que les pratiques funéraires se diversifient et s'enrichissent. Non. Certaines sépultures présentent des dépôts d'objets de valeur, parures en coquillages, ocre rouge, outils en matières premières rares. La sépulture triple de Dolní Věstonice en République tchèque actuelle, datée d'environ 28 000 ans, montre 3 individus enterrés ensemble dans une position évoquant une relation intentionnelle accompagnée de dépôts d'ocre. Ces éléments suggèrent des conceptions de la mort et de l'après-mort qui impliquent une vie sociale structurée, mais ils ne permettent pas de déterminer si les différences de richesse funéraire reflètent des différences de statut social héréditaire ou acquis, ou simplement les circonstances particulières de chaque décès. La question de la division du travail au sein des groupes du Paléolithique tardif est abordée principalement par l'analyse des restes osseux fauniques et des outils associés. Dans de nombreux sites, la chasse aux grands mammifères, rennes, bisons, mammouths, semble avoir impliqué une organisation collective, parfois interprétée comme une chasse en battue nécessitant une coordination entre plusieurs individus. L'analyse des zones de boucherie, identifiées par les stries, caractéristiques laissées par les lames de silex sur les os, permet de reconstituer les étapes de traitement des carcasses et parfois d'inférer le nombre d'individus impliqués. Des activités comme la confection de vêtements inférées à partir des aiguilles en os et des poinçons retrouvés dans certains sites, ou la collecte et le traitement des végétaux. Rarement préservés mais attestés par des traces d'usure spécifiques sur certains outils, ont pu être distribués selon des principes organisateurs que nous ne pouvons qu'entrevoir. Les représentations humaines retrouvées dans l'art mobilier et pariétal du Paléolithique tardif offrent quelques indices supplémentaires mais d'interprétation délicate. Les figurines féminines, dites Vénus, retrouvées de l'Europe occidentale à la Sibérie et datées approximativement entre 30 et 20 000 ans avant le présent, ont été interprétées de multiples façons. Déesse mère, représentation de l'idéal de fertilité, objet de médecine, autoportrait. Aucune de ces interprétations n'est définitivement établie. Ce qui est notable, en revanche, c'est la distribution géographique extraordinairement large de ces objets qui atteste de l'existence de réseaux culturels ou de convergences cognitives s'étendant sur des milliers de kilomètres. Les représentations humaines dans l'art rupestre sont plus rares que les représentations animales, ce qui a été interprété comme le reflet d'une conception du monde dans laquelle les animaux occupaient une place centrale dans le système symbolique. Lorsque des figures humaines apparaissent, elles sont souvent schématiques, parfois hybrides, mi-humaines, mi-animales, ce qui a été mis en relation avec des pratiques chamaniques ou des états altérés de conscience. Cette interprétation, développée notamment par David Lewis Williams à partir de son travail sur l'art des San, a influencé significativement l'archéologie cognitive des 2 dernières décennies. Elle reste une hypothèse parmi d'autres, plausible mais non vérifiable avec les outils actuels.
Ce qui ressort de l'ensemble de ces indices est l'image de sociétés petites en taille mais complexes en structure symbolique, mobiles dans l'espace mais ancrées dans des réseaux de relations étendus, adaptés à des environnements changeants par une combinaison de flexibilité technologique et de cohésion sociale. Ces sociétés n'étaient pas des groupes isolés évoluant dans le silence. Elles communiquaient, échangeaient, se déplaçaient, partageaient des conventions stylistiques sur des distances considérables. Leur organisation sociale, bien que irréductible à un modèle unique, présentait vraisemblablement une sophistication que les outils archéologiques disponibles ne nous permettent de saisir que très partiellement. La stratigraphie est le fondement de l'archéologie. C'est la lecture des couches sédimentaires superposées qui permet à l'archéologue de situer les vestiges dans le temps relatif, d'établir des séquences d'occupation, de dater les artefacts par leur position dans une séquence définie. Mais la stratigraphie présuppose une continuité sédimentaire que le terrain ne fournit que rarement de façon idéale. Dans la grande majorité des sites, les couches sont discontinues, perturbées, érodées, comprimées ou inversées par des processus naturels et humains qui complexifient la lecture. Ces lacunes stratigraphiques ne sont pas des accidents regrettables. Elles sont des données en elles-mêmes qui informent sur les processus géomorphologiques, climatiques et biologiques qui ont affecté un site au cours du temps. Une lacune stratigraphique, dans son sens le plus technique, désigne une interruption dans la continuité sédimentaire d'un profil. Elle peut résulter d'une érosion. Des couches qui se sont déposées ont ensuite été emportées par le vent, l'eau ou la gravité avant d'être scellées par de nouveaux sédiments. Elle peut résulter d'une non-déposition. Pendant une certaine période, aucun sédiment ne s'est accumulé à cet endroit, soit parce que les processus de dépôt étaient absents, soit parce que les conditions environnementales ne les permettaient pas. Elle peut résulter d'une déformation post-dépositionnelle, des mouvements tectoniques, des terriers d'animaux, des racines d'arbres ou des interventions humaines peuvent déplacer et mélanger des sédiments appartenant à des niveaux chronologiquement distincts. Pour l'archéologue préhistorique, chaque type de lacune a des implications différentes. Une lacune par érosion signifie que des couches contenant potentiellement des vestiges ont été détruites. La question n'est pas seulement ce qui se passait à cet endroit pendant la période lacunaire, mais aussi ce que nous avons perdu de notre capacité à le savoir. Une lacune par non-déposition peut signifier que le site était abandonné, ou que les conditions n'étaient pas favorables à l'occupation humaine, ou simplement que les sédiments se déposaient ailleurs à cette époque. Une lacune par déformation soulève des questions sur la fiabilité de l'ensemble du profil stratigraphique et peut contraindre à reconsidérer des interprétations fondées sur l'association spatiale des vestiges. Les sites paléolithiques européens offrent de nombreux exemples de ces complications. La séquence stratigraphique de la grotte du Lazaret à Nice, couvrant une part du Pléistocène moyen, présente des niveaux d'occupation séparés par des couches non stériles qui témoignent d'interruptions dans la fréquentation du site. Ces interruptions peuvent correspondre à des phases climatiques défavorables, à des modifications de l'environnement local rendant le site moins attrayant comme halte de chasse, ou simplement à une modification des routes de déplacement des groupes humains. Dans tous les cas, elles soulignent que la présence humaine dans un espace donné est intermittente, conditionnée par des facteurs écologiques et sociaux que le seul examen stratigraphique ne suffit pas à élucider. À l'échelle mondiale, les lacunes stratigraphiques les plus significatives pour notre compréhension de la préhistoire humaine sont celles qui affectent les périodes et les régions les plus anciennes. Dans les sites africains du Pléistocène moyen, entre environ 700 000 et 200 000 ans avant le présent, les séquences complètes sont rares. Des sites comme Olorgesailie au Kenya présentent des hiatus importants dans leurs séquences, avec des discontinuités qui coïncident parfois avec des épisodes de changement climatique rapides. Ces lacunes scientifiques sont particulièrement frustrantes du point de vue de la recherche sur l'émergence des comportements modernes, car elles interviennent précisément dans la période où l'on cherche à documenter des transitions cognitives et culturelles importantes. La notion de hiatus taphonymique mérite d'être distinguée du hiatus archéologique. Un hiatus taphonomique résulte de l'absence de conditions favorables à la préservation des vestiges organiques, os, bois, fibres végétales, pendant une certaine période, sans nécessairement refléter une absence humaine. Les environnements acides détruisent dans les os en quelques décennies. Les sols calcaires les préservent sur des millénaires. Un site occupé pendant 10 000 ans en milieu forestier tropical peut ne laisser aucune trace archéologique,
tandis qu'une occupation d'une seule génération dans une grotte calcaire peut être documentée avec précision. Cette asymétrie de préservation crée une image biaisée de la densité et de la continuité de l'occupation humaine préhistorique. Les techniques de datation absolue offrent un contrepoint partiel à ces limites stratigraphiques. La datation par le carbone 14, applicable jusqu'à environ 50 000 ans avant le présent, permet de dater des matières organiques indépendamment de leur position stratigraphique. La datation par uranium-thorium permet d'atteindre des périodes plus anciennes, sur des carbonates comme les spéléothèmes ou les coquilles. La thermoluminescence et la luminescence optiquement stimulée permettent de dater des minéraux chauffés ou exposés à la lumière. La résonance paramagnétique électronique date les émails dentaires. Chacune de ces méthodes a ses domaines d'application et ses sources d'erreurs propres. Leur combinaison sur un même site ou un même objet permet d'augmenter la fiabilité des datations et parfois de révéler des anomalies stratigraphiques que l'observation visuelle seule n'aurait pas détectées. L'un des défis méthodologiques les plus importants posés par les lacunes stratigraphiques est celui de l'interprétation des discontinuités culturelles. Lorsqu'une tradition technique disparaît du registre archéologique d'une région pendant plusieurs millénaires, est-ce parce que les populations qui la pratiquaient ont quitté la région, parce qu'elles ont transformé leurs pratiques de façon à ne pas les laisser de traces archéologiques, parce que les vestiges de cette période ont été détruits par des processus post-dépositionnels ou parce qu'il y a eu effectivement une rupture démographique? La réponse à cette question a des implications considérables pour notre compréhension des dynamiques de population préhistorique et elle ne peut souvent pas être tranchée avec les données disponibles. Les lacunes dans le registre archéologique ne doivent donc pas être lues comme des mystères inexplicables, ni comme des espaces dans lesquels projeter des civilisations cachées ou des savoirs perdus. Elles sont des données géologiques et taphonomiques qui reflètent la complexité des processus de préservation et de destruction opérant sur des dizaines de milliers d'années. Leur étude est une discipline en soi, la taphonomie archéologique, qui cherche à reconstruire les histoires post-dépositionnelles des sites afin de distinguer ce qui relève du comportement humain ancien et ce qui relève des transformations subies par les vestiges après leur dépôt. C'est un travail patient, technique, fondé sur l'analyse des microfaciès sédimentaires, des marqueurs géochimiques et des assemblages phoniques et qui contribue à rendre le silence archéologique un peu moins opaque. Le motif narratif du déluge universel figure parmi les structures mythologiques les plus largement distribuées à travers les cultures humaines. On le retrouve dans des traditions qui n'ont pas eu de contact historique documenté entre elles, sur des continents différents, dans des contextes culturels extrêmement divers. Cette distribution a naturellement alimenté des hypothèses sur une origine commune, un événement réel d'une ampleur suffisante pour laisser une empreinte durable dans la mémoire collective de populations humaines dispersées à travers le monde. Examiner sérieusement cette hypothèse demande de distinguer ce que l'archéologie et la géologie peuvent établir, ce que la comparaison mythologique peut suggérer et ce que les limites de la transmission culturelle interdisent donc d'affirmer. Les faits géologiques sont bien établis. La déglaciation post-glaciaire a provoqué une montée des niveaux marins de l'ordre de 120 ans mètres entre le dernier maximum glaciaire et la stabilisation approximative au niveau actuel, soit il y a environ 6 à 7 000 ans. Cette montée n'a pas été uniforme. Elle a procédé par vagues, avec des épisodes d'accélération et des phases de relative stabilité, ponctuées par des événements de drainage brutal de lacs proglaciaires. Le plus documenté de ces événements est le drainage du lac Agassiz, un vaste lac d'eau douce retenu derrière les moraines de la calotte laurentidienne, qui s'est vidé catastrophiquement vers 8200 ans avant le présent, injectant un volume considérable d'eau douce dans l'Atlantique Nord et provoquant un bref épisode de refroidissement connu sous le nom d'événement 8,2K. Dans la mer Noire, une hypothèse formulée par William Ryan et Walter Pittman en 1997 a proposé que l'irruption des eaux méditerranéennes dans ce qui était alors un lac d'eau douce, vers 5600 avant notre ère, aurait constitué un déluge brutal suffisamment traumatisant pour laisser une trace dans les mémoires des populations riveraines et alimenter la tradition mésopotamienne du déluge. Cette hypothèse a reçu un accueil mitigé de la communauté scientifique. Des forages dans les sédiments de la mer Noire ont révélé que la transgression marine était bien réelle, mais son ampleur et sa brutalité restent débattues. Certaines analyses non sédimentaires suggèrent une montée progressive sur plusieurs siècles plutôt qu'un événement catastrophique instantané.
La connexion directe avec les récits mésopotamiens reste hypothétique, même si la coïncidence temporelle est intrigante. Ce débat illustre un problème méthodologique fondamental dans la recherche sur l'origine des mythes de déluge. Même si un événement géologique réel et brutal s'est produit, la chaîne qui va de cet événement à sa fixation sous forme narrative dans un texte écrit plusieurs millénaires plus tard est extraordinairement longue et complexe. La transmission orale transforme, amalgame, symbolise. Des événements distincts peuvent être fusionnés en un récit unique. Des structures narratives préexistantes peuvent absorber et reformater de nouveaux événements. La mémoire collective n'est pas un enregistrement fidèle. Elle est une reconstruction permanente, influencée par les besoins du présent autant que par les expériences du passé. La distribution mondiale des récits de déluge a été documentée de façon systématique par plusieurs chercheurs, notamment Richard André à la fin du XIXe siècle et plus récemment par des études comparatistes utilisant des bases de données mythologiques. Ces recensements identifient des variantes dans les traditions mésopotamienne, hébraïque, grecque, hindoue, iranienne, chinoise, mésoaméricaine, andine, nord-américaine autochtone, australienne aborigène et mélanésienne entre autres. La question essaie de savoir si cette distribution reflète une origine commune, un événement réel ou un récit primordial diffusé depuis un foyer unique, ou si elle résulte d'une convergence indépendante autour d'un thème humain universel. L'argument de la convergence indépendante est solide. L'eau comme agent de destruction et de régénération est une métaphore naturelle dans presque toutes les cultures humaines. Les inondations locales, les crues saisonnières, les tsunamis côtiers, les ruptures de barrages naturels sont des expériences que les populations ont connues dans des contextes très divers. Ces expériences peuvent alimenter des récits de déluge sans qu'il soit nécessaire de postuler une origine commune. De plus, la structure narrative du déluge, un monde détruit, un survivant élu, une renaissance, correspond à des schémas cosmologiques très répandus dans lesquels la destruction précède et rend possible un renouvellement. Ce schéma peut émerger indépendamment dans des traditions différentes parce qu'il répond à des besoins symboliques profonds et universels. L'argument de la diffusion depuis un foyer unique est plus difficile à établir, mais pas entièrement dépourvu de fondement. La proximité structurelle entre le récit akkadien de l'Atrahasis, la tradition babylonienne de Gilgamesh et le récit biblique de Noé est si forte, les correspondances incluent non seulement le motif général, mais des détails narratifs précis comme la construction d'un bateau selon des dimensions spécifiées, l'envoi d'oiseaux pour tester la présence de terres émergées, la découverte d'une montagne comme point d'atterrissage, qu'une relation de dépendance littéraire ou une origine commune dans un substrat mésopotamien commun est généralement admise par les spécialistes. Cela ne prouve pas l'existence d'un déluge universel réel, cela prouve l'existence d'une tradition narrative commune dans une région géographique donnée. La mémoire culturelle du changement ne se limite pas aux récits de déluge. Dans plusieurs traditions, des récits évoquent des transformations du paysage, des montagnes qui surgissent, des mers qui s'ouvrent, des îles qui disparaissent. Les traditions orales australiennes aborigènes ont attiré une attention scientifique croissante ces dernières années, des chercheurs comme Patrick Nunn et Nicholas Reed ayant proposé que certains récits décrivant la noyade de terres côtières pourraient en conserver une mémoire de la montée des niveaux marins post-glaciaires, transmise oralement pendant 7 à 10 000 ans. Cette hypothèse, si elle est confirmée, représenterait la trace de la plus longue mémoire culturelle documentée dans l'histoire humaine. Elle reste débattue, mais elle ouvre une perspective fascinante sur la capacité des traditions orales à préserver des informations environnementales sur des échelles de temps extraordinaires. Ce que l'étude comparative des mythes de déluge nous apprend, en définitive, n'est pas que toutes ces traditions se souviennent d'un même cataclysme global. Elle nous apprend que les sociétés humaines ont partout et toujours cherché à donner du sens aux catastrophes naturelles, à inscrire les ruptures environnementales dans des cadres narratifs qui leur confèrent une signification et une leçon. La mémoire culturelle n'est pas une archive neutre, c'est un instrument de signification qui transforme les événements en récits et les récits en structures de valeur. C'est cette dimension anthropologique, plus que la question de la réalité historique des cataclysmes évoqués, qui constitue l'apport le plus durable de l'étude des mythes de déluge à la compréhension de la préhistoire humaine. La datation est l'épine dorsale de l'archéologie préhistorique. Sans elle, les vestiges n'ont pas de position dans le temps, et sans position dans le temps, il est impossible de construire des séquences, d'établir des relations de cause à effet,
ou de comparer des phénomènes survenus dans des régions différentes. Les techniques de datation absolue développées au cours du XXe et du XXIe siècle ont transformé la préhistoire en lui donnant accès à des chronologies précises là où régnait auparavant une approximation fondée sur la seule stratigraphie relative. Mais ces techniques, malgré leur sophistication croissante, ne sont pas sans incertitude, sans biais et sans limites méthodologiques qui génèrent des débats parfois profonds dans la communauté scientifique. Le carbone 14 demeure la technique de datation la plus utilisée en archéologie pour la période allant jusqu'à environ 50 000 ans avant le présent. Son principe repose sur la désintégration radioactive du carbone 14, isotope radioactif du carbone absorbé par les organismes vivants et qui cesse de se renouveler à leur mort. La mesure du rapport entre carbone 14 résiduel et carbone 12 stable permet d'estimer le temps écoulé depuis la mort de l'organisme. La précision de cette technique a été considérablement améliorée par l'utilisation de la spectrométrie de masse par accélérateur qui permet de dater des échantillons de très petite taille avec une précision accrue. Cependant, des corrections importantes sont nécessaires pour tenir compte des variations de la concentration atmosphérique en carbone 14 au cours du temps, variations enregistrées dans les cernes d'arbres et les coraux et synthétisées dans des courbes de calibration périodiquement révisées. Ces révisions des courbes de calibration ont parfois conduit à des révisions significatives des datations de sites ou d'événements préhistoriques. La courbe INCAL, publiée dans ses versions les plus récentes, a modifié les datations d'un certain nombre de transitions culturelles et d'événements climatiques, parfois de plusieurs siècles, ce qui peut avoir des implications importantes pour l'établissement de relations causales entre événements contemporains. Par exemple, des révisions récentes ont affecté les datations de la transition vers l'agriculture au Proche-Orient et en Europe, modifiant légèrement la séquence de diffusion des pratiques agricoles et compliquant les modèles de migration des populations néolithiques. Pour les périodes antérieures à 50 000 ans, le carbone 14 est inutilisable et d'autres méthodes doivent être employées. La datation par uranium-thorium est applicable sur des matériaux carbonatés et en particulier sur les spéléothèmes, stalactites et stalagmites, mais aussi sur les croûtes calcitiques qui peuvent se former sur les parois des grottes ou sur les œuvres d'art pariétal. C'est cette technique qui a été utilisée pour dater des peintures rupestres en Espagne et en Indonésie, produisant des résultats qui ont considérablement réévalué l'ancienneté de l'art figuratif. Les datations uranium-thorium obtenues sur des croûtes calcitiques recouvrant des peintures de la grotte d'El Castillo en Espagne ont suggéré un âge minimum d'environ 40 000 ans pour certaines représentations, et des datations similaires sur des sites indonésiens comme Leang Bulu Sipong 4 à Sulawesi ont produit des âges dépassant 45 000 ans pour des scènes narratives complexes. Ces résultats ont profondément modifié l'image d'une origine européenne de l'art figuratif, suggérant une capacité symbolique développée indépendamment dans différentes régions, ou une origine commune plus ancienne encore. La luminescence optiquement stimulée et la thermoluminescence permettent de dater le moment où des minéraux, sable de quartz, feldspar, ont été exposés pour la dernière fois à la lumière ou à une chaleur intense. Ces techniques y sont particulièrement utiles pour dater des sédiments de sites, des outils lithiques chauffés ou des niveaux d'occupation sans matière organique préservée. Elles ont produit des datations controversées sur plusieurs sites importants. Le site de Madjet Bébé en Australie, déjà mentionné, a livré des datations par luminescence suggérant une occupation remontant à 65 000 ans ou davantage, significativement plus ancienne que les estimations antérieures. Ces datations, si elles sont confirmées, ont des implications majeures pour les modèles de migration hors d'Afrique et pour la compréhension de la dispersion humaine en Asie et en Océanie. Elles sont acceptées par certains chercheurs et contestées par d'autres, qui soulèvent des questions sur la possibilité d'une intrusion sédimentaire ou d'une remobilisation des grains de sable après leur dépôt initial. Des controverses similaires entourent plusieurs sites américains dont les datations précoces challengent le modèle conventionnel de peuplement. Le site de Chiquihuite Cave au Mexique, avec des datations suggérant une occupation remontant à environ 30 000 ans, a été accueilli avec un mélange d'intérêt et de scepticisme. Les artefacts lithiques identifiés dans les couches les plus anciennes sont atypiques, et leur attribution à une activité humaine plutôt qu'à des processus naturels a été questionnée.
Des sites brésiliens comme Pedra Furada, où des structures de combustion et des artefacts ont été datés entre 40 et 50 000 ans, soulèvent des questions analogues sur la distinction entre outils taillés par des humains et pseudo-artefacts produits par des processus géomorphologiques naturels. Ces débats ne reflètent pas un dysfonctionnement de la science archéologique. Ils illustrent au contraire son fonctionnement normal, dans lequel les résultats anomaliques sont soumis à un examen critique intense avant d'être intégrés au corpus de connaissances. Le degré de scepticisme appliqué à une datation précoce est proportionnel à l'amplitude de la révision qu'elle implique. Une datation qui modifie de 500 ans la chronologie d'un événement déjà bien documenté est beaucoup plus facilement acceptée qu'une datation qui recule de 20 000 ans la présence humaine dans une région, car cette dernière implique une révision de multiples modèles interconnectés. La résolution de ces controverses passe souvent par la multiplication des méthodes de datation appliquées au même contexte, par la répétition des analyses dans des laboratoires indépendants et par l'accumulation de données stratigraphiques et paléo-environnementales qui permettent de contextualiser les datations absolues. C'est un processus lent, coûteux, qui peut s'étendre sur des décennies avant qu'un consensus se forme. En attendant, les interprétations divergentes coexistent dans la littérature scientifique, témoignant de la vitalité d'une discipline qui n'a pas fini de réécrire sa propre chronologie. Environ 7% de la surface terrestre est constituée de plateaux continentaux, ces extensions sous-marines des masses continentales qui s'étendent jusqu'à une profondeur d'environ 200 mètres avant de plonger vers les abysses. Ces zones, aujourd'hui recouvertes par les mers peu profondes, ont constitué pendant les périodes de bas niveau marin des étendues de terre, émergées potentiellement très étendues. Lors du dernier maximum glaciaire, voici environ 20 000 ans, la superficie totale des terres émergées était supérieure d'environ 8% à la superficie actuelle. Cette différence d'une ampleur comparable à la superficie combinée de l'Europe et de l'Asie du Sud représente un territoire qui a pu être habité, exploité et transformé par des populations humaines pendant des dizaines de milliers d'années avant d'être englouti sous les eaux de la déglaciation. L'exploration archéologique de ces zones immergées est l'une des frontières les plus prometteuses et les plus difficiles de la préhistoire contemporaine. Les difficultés sont de plusieurs ordres. L'accès au fond marin, même peu profond, requiert des équipements coûteux, navires de recherche, véhicules sous-marins téléopérés, plongeurs spécialisés, et des budgets qui excèdent largement ceux de l'archéologie terrestre conventionnelle. La visibilité dans les hautans côtières est souvent faible, perturbée par les sédiments en suspension et les efflorescences algales. Les sédiments marins recouvrant les anciennes surfaces terrestres peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur, masquant les vestiges sans nécessairement les détruire. Et les processus mécaniques liés à la dynamique des eaux, courants, houles, activités biologiques, peuvent perturber et redistribuer les artefacts sur de grandes distances. Malgré ces obstacles, plusieurs programmes de recherche ont commencé à documenter des vestiges archéologiques en zone sous-marine. Dans la mer du Nord, qui constituait lors du maximum glaciaire une vaste plaine fluvio-lacustre souvent désignée sous le nom de Doggerland, des artefacts préhistoriques remontent régulièrement dans les filets des chalutiers de pêche depuis le début du XXe siècle. Des os de mammouth, des bifaces acheléens, des pièces moustériennes et des restes humains ont été récupérés dans ces eaux. Des prospections systématiques utilisant des techniques de sonar à balayage latéral et de carottage sédimentaire ont commencé à cartographier les anciennes topographies enfouies, révélant des systèmes de vallées fluviales, des berges de lacs et des zones d'accumulation sédimentaire potentiellement riches en vestiges organiques. Le projet North Sea Palaeolandscapes, développé dans le cadre de collaboration entre universités britanniques et néerlandaises, a contribué à transformer notre compréhension de l'étendue et de la richesse de cet environnement préhistorique englouti. En Asie du Sud-Est, les archives de sous-marines de la Sondaland, le plateau continental qui reliait Sumatra, Java, Bornéo et la péninsule malaise lors des périodes de bas niveau marin, restent largement inexplorées. Les modèles paléogéographiques de cette région indiquent que la Sundaland constituait un vaste territoire tropical bas, drainé par de grands systèmes fluviaux, avec des zones forestières et côtières potentiellement très productives. Elle a pu concentrer des populations humaines significatives pendant les périodes glaciaires.
La génétique des populations actuelles d'Asie du Sud-Est, notamment les études sur l'ADN mitochondrial et les chromosomes Y30, suggèrent des histoires démographiques de complexes qui ne peuvent être entièrement expliquées par les données archéologiques terrestres disponibles. La Sundaland engloutie pourrait receler des éléments de réponse, mais son exploration systématique se heurte à des fonds marins peu propices, turbidité élevée, sédiments instables, activité tectonique, et à un intérêt politique et financier encore limité. En Australie, les plateaux continentaux du Nord, où la profondeur est faible et les eaux relativement calmes, ont fait l'objet de quelques prospections qui ont documenté des assemblages d'artefacts en contexte sous-marin. Ces découvertes, encore ponctuelles, confirment que les anciens littoraux australiens étaient occupés et laissent entrevoir la possibilité de documentation plus systématique à l'avenir. Dans la même région, des études de paléogéographie ont reconstitué la configuration des îles et des passages maritimes du Pléistocène, fournissant un contexte pour comprendre les routes de migration maritime qui ont permis le peuplement initial de l'Australie. La Méditerranée orientale offre un cas particulièrement intéressant. Les plateaux continentaux de la mer Égée, de la mer Adriatique et des côtes levantines étaient partiellement émergés lors du dernier maximum glaciaire, exposant des zones côtières aujourd'hui immergées à des profondeurs de 30 à 100 mètres. Des prospections sous-marines au large de la Grèce menées au TAT notamment dans le cadre du projet SPLASH-COS, Submerged Prehistoric Archaeology and Landscape of the Continental Shelf, ont documenté des vestiges néolithiques et mésolithiques à des profondeurs de 30 à 40 mètres, confirmant la présence humaine sur ces plateaux avant leur submersion. Ces sites, datés d'entre 7 et 11 000 ans avant le présent, correspondent à la période de montée rapide des niveaux marins post-glaciaires et offrent des fenêtres directes sur les adaptations côtières des populations humaines de cette époque. La question des capacités nautiques préhistoriques est directement liée à l'exploration des plateaux continentaux immergés. Si des populations ont habité ces zones côtières étendues, elles ont vraisemblablement développé des embarcations et des techniques de navigation pour exploiter les ressources marines et maintenir des contacts entre des zones séparées par des bras de mer. Des traversées maritimes vers l'Australie, documentées par les datations de sites comme Madjet Bébé, impliquent une navigation en eaux ouvertes même en période de bas niveau marin, lorsque les distances entre îles étaient réduites. Des analyses génomiques récentes suggèrent également des contacts maritimes précoces entre des populations géographiquement séparées, notamment entre les populations de Nouvelle-Guinée et celles d'Amérique du Sud vers 4500 ans avant le présent. Ces indices convergent vers l'image de populations préhistoriques côtières beaucoup plus mobiles et techniquement capables que les modèles anciens ne le supposaient. L'exploration systématique des plateaux continentaux immergés représente probablement l'un des investissements scientifiques les plus susceptibles de transformer notre compréhension de la préhistoire humaine au cours des prochaines décennies. Les techniques de prospection géophysique, combinées au progrès des véhicules autonomes sous-marins et aux méthodes de datation applicables aux sédiments marins, offrent des outils de plus en plus performants. Ce qui reste à découvrir sous les eaux des mers peu profondes pourrait modifier significativement notre image des sociétés côtières du Paléolithique et du Mésolithique, et combler en partie les fossés documentaires que les seuls sites terrestres laissent en béant. L'idée d'un temps antérieur au temps présent, d'une condition originelle différente et souvent supérieure à l'état actuel du monde, traverse les traditions intellectuelles et religieuses de l'humanité avec une régularité frappante. Du Satya Yuga védique à l'âge d'or hésiodique, des jardins d'Éden abrahamiques au mythe de Tupinamba sur la terre sans mal, la figure d'un état primordial perdu ou dégradé structure des systèmes de sens très divers. L'étude comparée de ces traditions n'est pas une démarche nouvelle. Elle remonte au moins au XVIIIe siècle avec les premières tentatives systématiques de mythologie comparée et s'est développée au XXe siècle avec les travaux de figures aussi différentes que Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss et Joseph Campbell. Ce que cette discipline peut contribuer à la question du fossé temporel préhistorique mérite d'être examiné avec soin, en distinguant ce qu'elle peut établir de ce qu'elle ne peut pas démontrer. La tradition hindoue développée dans les Puranas structure le temps cosmique en cycles immenses, appelés yugas. Le premier cycle, le Satya Yuga ou âge de vérité, est décrit comme une période d'harmonie parfaite, de longévité prodigieuse et de vertu sans défaut. Les humains de cet âge vivent
des dizaines de milliers d'années, n'ont pas besoin de nourriture ordinaire et communiquent directement avec le divin. Les cycles suivants voient une dégradation progressive de ces qualités jusqu'au Kali Yuga actuel, caractérisé par la confusion, le conflit et la décadence spirituelle. La durée totale d'un tel cycle est de l'ordre de plusieurs millions d'années, ce qui interdit toute correspondance directe avec une chronologie préhistorique réelle. Ce cadre temporel est cosmologique, non historique, et sert avant tout à situer la condition humaine présente dans un schéma de signification qui transcende l'histoire. La tradition grecque présente une structure similaire, mais à une échelle chronologique moindre. Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, décrit 5 races successives d'humanité. D'or, d'argent, de bronze, des héros, et enfin de fer, la race présente. La race d'or vivait dans l'abondance et sans labeur, ignorante de la mort naturelle et ne vieillissant pas. La dégradation progressive d'une race à l'autre est interprétée comme une réflexion sur la condition humaine et sur les valeurs de la société archaïque grecque plutôt que comme une chronique historique. L'insertion de la race des héros, qui rompt la progression métallique stricte, suggère d'ailleurs que la structure du texte est composite, assemblant des traditions différentes dans un cadre narratif unifié. Les traditions mésoaméricaines, et particulièrement les traditions Nahua et Maya, développent des cosmologies de création et destruction successives d'une complexité remarquable. Pour les Nahua du Mexique central, tels que nous les connaissons à travers les textes transmis après la conquête espagnole, le monde présent est le 5e soleil, précédé de 4 soleils détruits par des cataclysmes successifs. Vent, pluie de feu, déluge, obscurité. Chaque soleil a correspondu à une humanité distincte et à un mode de subsistance différent. Cette structure narrative, fonctionnellement proche des yugas hindous et des races hésiodiques, est interprétée par les spécialistes comme un système cosmologique destiné à expliquer l'ordre du monde présent et à justifier certaines pratiques rituelles, notamment le sacrifice humain, comme nécessaire au maintien du soleil en mouvement. La question que pose la mythologie comparée est la suivante. Ces convergences structurelles entre des traditions géographiquement et historiquement séparées reflètent-elles une origine commune dans une tradition primordiale ou résultent-elles d'une convergence indépendante autour de thèmes universels ? Claude Lévi-Strauss a proposé que les structures mythiques convergentes reflètent des contraintes cognitives universelles liées à l'architecture de l'esprit humain, qui traite l'expérience en opposition binaire et cherche à les résoudre narrativement. Dans cette perspective, la convergence entre mythes de différentes origines n'est pas une preuve d'un événement commun ou d'une diffusion culturelle, c'est la manifestation de la même logique cognitive opérant sur des expériences humaines universellement partagées, la vie et la mort, l'abondance et la pénurie, l'ordre et le chaos. Mircea Eliade a proposé une interprétation différente, centrée sur la notion d'éternel retour et de temps sacré. Dans sa lecture, le mythe de l'âge d'or n'est pas le souvenir d'un passé historique, mais la projection d'un temps mythique hors du temps historique, un anillo tempore primordial qui sert de modèle à l'action rituelle présente. L'intérêt de cette lecture est de déplacer la question de la réalité historique du mythe vers sa fonction culturelle. Ce que l'âge d'or accomplit dans une culture donnée est plus important pour la compréhension de cette culture que la question de sa correspondance avec un passé réel. Plus récemment, des chercheurs comme Graham Hancock ont proposé que les convergences mythologiques autour d'un âge d'or perdu reflètent la mémoire d'une civilisation préhistorique avancée détruite par une catastrophe, probablement vers la fin du Pléistocène. Cette hypothèse, exposée dans des ouvrages à grand tirage et popularisée dans des documentaires, est rejetée par la grande majorité de la communauté archéologique et préhistorienne pour des raisons méthodologiques précises. Elle repose sur une sélection de coïncidences interprétées comme preuves, ignore les différences profondes entre les traditions qu'elle amalgame, et ne fournit aucun mécanisme plausible pour la transmission de connaissances d'une civilisation engloutie à des traditions culturelles qui auraient préservé son souvenir pendant des millénaires. L'absence de tout vestige archéologique cohérent avec l'existence d'une civilisation technologiquement avancée avant 10 000 ans est, pour les préhistoriens, un argument de poids que cette hypothèse ne surmonte pas de façon satisfaisante. Ce que la mythologie comparée peut légitimement offrir à la préhistoire est une fenêtre sur les structures cognitives et symboliques des sociétés humaines, sur les universaux de la pensée mythique,
et sur la façon dont les expériences collectives de transformation, climatique, écologique, démographique, peuvent être encodées et transmises dans des formes narratives durables. Elle ne peut pas, en revanche, fournir des preuves directes de la réalité historique des événements qu'elle évoque, et toute tentative de reconstituer la préhistoire à partir des seuls textes mythologiques, sans ancrage dans les données archéologiques et géologiques, s'expose à produire des récits séduisants mais non vérifiables. Le registre matériel de la préhistoire humaine ne nous est pas parvenu dans son intégralité. Ce qui a survécu jusqu'à nous est une fraction minime, filtrée par des processus de conservation et de destruction que l'archéologue doit comprendre et quantifier s'il veut interpréter correctement ce qu'il observe. L'ensemble des objets, structures et traces que les humains préhistoriques ont laissés dans leur environnement étaient constitués dans sa grande majorité de matières périssables: bois, fibres végétales, peau, cornes, os en contexte acide, graines et fruits, pigments organiques. Ces matières ont disparu dans la très grande majorité des contextes, laissant comme témoins privilégiés les objets en pierre, les restes osseux en environnement alcalin et les résidus chimiques incorporés aux sédiments. La taille en pierre, qui constitue la base de la séquence technologique du Paléolithique, a l'avantage de produire des artefacts pratiquement indestructibles dans la quasi-totalité des contextes géologiques. Le silex, le quartzite, l'obsidienne et d'autres roches à grains fins résistent à l'altération chimique et peuvent traverser des centaines de milliers d'années sans transformation majeure. C'est pourquoi les industries lithiques constituent le pilier de notre connaissance technologique du Paléolithique. Mais cette durabilité exceptionnelle ne signifie pas que les outils en pierre étaient les outils principaux ou les plus importants dans l'économie technique des groupes préhistoriques. Les analogies ethnographiques avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs récentes suggèrent au contraire que les outils en matières organiques, lances, arcs, filets, paniers, contenants, étaient quantitativement et fonctionnellement prépondérants. Nous n'en avons presque aucune trace directe pour la très grande majorité de la séquence paléolithique. Les exceptions sont précieuses précisément parce qu'elles sont rares. La lance de Schöningen, trouvée en Allemagne dans des sédiments organiques conservés en anaérobie, date d'environ 300 000 ans et constitue la plus ancienne arme de jet complète connue. Sa sophistication est remarquable. Elle est fabriquée à partir du bois d'épicéa, avec une répartition du poids calculée pour optimiser l'équilibre en vol, comparable au javelot sportif moderne dans ses proportions. Si un seul contexte de conservation exceptionnel peut révéler une telle sophistication technique il y a 300 000 ans, il est légitime de supposer que d'innombrables autres technologies organiques comparables ont existé et ont été perdues sans laisser de traces. Les sites l'ont été conservés en contexte humide ou anaérobie, tourbières, lacs, zones de pergélisol, offrent des fenêtres exceptionnelles sur les technologies organiques préhistoriques. Les sites mésolithiques danois comme Tibrindvig ont livré des embarcations en bois, des pagaies, des filets de pêche et des nasses tressées, permettant de reconstituer une économie maritime d'une richesse que les seuls outils en pierre n'auraient jamais laissé entrevoir. Le permafrost sibérien a préservé des cadavres de mammouths avec leur pelage, leur contenu gastrique et parfois des restes de plantes consommées. Ces contextes exceptionnels nous rappellent que ce que nous voyons habituellement est une reconstruction amputée d'une réalité beaucoup plus complexe. Les résidus chimiques constituent une autre source d'informations sur les technologies organiques de points qui ont disparu. Des analyses de résidus lipidiques dans les fissures d'outils en pierre ont permis d'identifier des traces de graisse animale, de végétaux, de résine et d'adhésifs utilisés dans la confection d'outils de composite. Des traces de bitume naturel identifiées sur des outils moustériens attestent de l'utilisation d'un adhésif pour emmanchement dès au moins 200 000 ans. Des résidus d'ocre et d'hématite identifiés dans des abalone shells en Afrique du Sud datés de 100 000 ans témoignent de la préparation de pigments dans des récipients, impliquant une chaîne opératoire complexe. Ces données, invisibles à l'œil nu et récupérables uniquement par des analyses chimiques sophistiquées, ouvrent des fenêtres sur des comportements et des technologies dont aucune trace matérielle directe ne subsiste. La conservation des restes osseux humains est particulièrement inégale. Des milliers d'individus préhistoriques sont représentés dans les collections ostéologiques mondiales, mais leur distribution temporelle et géographique est très loin d'être représentative. Pour les périodes les plus anciennes du Pléistocène, les fossiles humains se comptent en dizaines d'individus, souvent fragmentaires, provenant d'un nombre limité de sites.
Pour le néolithique européen, en revanche, des milliers d'individus sont documentés, permettant des analyses de paléopathologie, de régime alimentaire, de mobilité et de parenté d'une précision remarquable. Cette asymétrie de documentation crée une vision de l'évolution humaine qui surévalue ce que nous savons des périodes récentes et sous-évalue profondément ce que nous ignorons des périodes plus anciennes. La paléogénomique a transformé cette situation en permettant d'extraire et de séquencer l'ADN ancien à partir de restes osseux, même très fragmentaires. Les avancées réalisées depuis le séquençage du premier génome néandertalien en 2010 sont spectaculaires. L'ADN ancien récupéré sur des milliers d'individus préhistoriques a permis de reconstituer des dynamiques de population, des événements de migration et de métissage, des relations de parenté et des susceptibilités génétiques à certaines maladies avec une précision sans précédent. Mais la paléogénomique a elle-même ses limites taphonomiques. L'ADN se dégrade rapidement dans les environnements chauds et humides. En dehors des régions froides ou tempérées, les données paléogénomiques disponibles sont très rares. L'Afrique subsaharienne, berceau de l'humanité et région d'une diversité génétique extraordinaire, est tragiquement sous-représentée dans les données paléogénomiques en raison des conditions climatiques défavorables à la conservation de l'ADN ancien. Ce panorama des limites de conservation du matériel archéologique nous ramène à la question centrale. Le fossé dans notre connaissance de la préhistoire n'est pas uniforme. Il était structuré par les processus physiques, chimiques et biologiques, ce qui gouverne la préservation différentielle des vestiges. Certaines périodes, en certaines régions et certains types de comportements sont mieux représentés que d'autres, non parce qu'ils étaient plus importants ou plus répandus, mais parce que les conditions de leur préservation ont été plus favorables. Reconnaître cette structure du biais documentaire est une condition préalable à toute interprétation rigoureuse du registre archéologique. La frontière entre le Pléistocène et l'Holocène, établie conventionnellement il y a 11 700 ans par la sous-commission de stratigraphie du Quaternaire de l'Union internationale des sciences géologiques, n'est pas une ligne arbitraire dans le temps. Elle correspond à un seuil climatique documenté avec précision dans les carottes de glace groenlandaises par un brusque enrichissement en isotopes lourds de l'oxygène, reflétant un réchauffement rapide marquant la fin du Drias récente. Ce signal, enregistré dans les glaces du Ngerip en Groenland, est daté avec une précision de l'ordre de la décennie, ce qui est exceptionnel en géologie. Il marque le début du subatlantique, puis de la séquence de périodes climatiques de l'Holocène et correspond dans le registre archéologique à des transformations profondes dans les modes de vie humains. Ces transformations n'ont cependant pas été simultanées ni uniformes à l'échelle mondiale. La distinction entre paléolithique et néolithique, qui correspond grossièrement à la transition entre économie de prédation, chasse et cueillette, et économie de production, agriculture et élevage, s'est produite à des moments très différents selon les régions. Au Proche-Orient, dans le croissant fertile, les premières traces de culture délibérée de céréales remontent à environ 11 500 ans avant le présent, contemporaine de la transition climatique. En Chine, l'agriculture du riz dans le bassin du Yangtze et du millet dans le nord s'est développée de façon indépendante entre 10 000 et 8 000 ans avant le présent. En Mésoamérique, la domestication du maïs a suivi une trajectoire distincte, avec des processus de sélection s'étendant sur plusieurs millénaires depuis des formes ancestrales comme la théocinthe. En Europe, l'agriculture néolithique est arrivée par vagues de migration depuis le Proche-Orient, diffusant vers le nord-ouest entre 7 000 et 5 000 ans avant le présent. Cette asynchronicité des transitions est en elle-même significative. Elle indique que l'adoption de l'agriculture n'est pas une réponse mécanique à la stabilisation climatique de l'Holocène, mais le résultat de contextes locaux complexes mêlant disponibilité des plantes domesticables, densité démographique, structure sociale et processus culturels spécifiques. Des populations ont continué de pratiquer des économies mixtes de chasse-cueillette et d'horticulture pendant des millénaires après la stabilisation climatique. D'autres ont adopté l'agriculture puis l'ont abandonnée lors de détérioration climatique. La transition n'est pas un événement unique, mais un processus multimillénaire dont les contours varient considérablement selon les contextes régionaux. L'événement 8,2K, déjà évoqué dans le contexte des événements climatiques abrupts de la déglaciation, constitue une perturbation importante au milieu de l'Holocène précoce.
Ce refroidissement, bref mais significatif, centré autour de 8200 ans avant le présent, a affecté les régimes de précipitation en Asie du Sud-Ouest et en Afrique du Nord, provoquant des sécheresses documentées par des marqueurs paléo-environnementaux. Certains chercheurs ont suggéré que cet événement a pu perturber les premières communautés agricoles du Proche-Orient, accélérant des migrations vers d'autres régions et contribuant à la diffusion des pratiques agricoles en Europe. Les données archéologiques disponibles sont compatibles avec cette hypothèse, mais ne la confirment pas de façon définitive. L'optimum climatique de l'Holocène, centré approximativement entre 6000 et 4000 ans avant le présent dans la plupart des régions, correspond à une période de chaleur et d'humidité généralement supérieures aux moyennes actuelles dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Durant cette période, le Sahara actuel connaissait des précipitations suffisantes pour maintenir des prairies, des lacs et une faune diversifiée. Les peintures rupestres du Tassili Nadjer en Algérie témoignent de cette réalité avec leurs représentations d'hippopotames, de crocodiles et de bovins. Des populations humaines habitaient des zones aujourd'hui désertiques. Lorsque l'aridification progressive du Sahara a repris, vers 4000 ans avant le présent, ces populations ont migré vers les zones plus humides, notamment la vallée du Nil, contribuant peut-être aux dynamiques démographiques et culturelles qui ont accompagné l'essor des premières civilisations étatiques en Égypte. La transition entre l'Holocène moyen et l'Holocène tardif, marquée par cette progressive détérioration climatique dans certaines régions et par des transformations dans d'autres, coïncide dans plusieurs parties du monde avec des changements culturels majeurs. L'apparition des premières villes, des premières écritures, des premières administrations étatiques en Mésopotamie, en Égypte, dans la vallée de l'Indus et en Chine s'inscrit dans cette période entre environ 5500 et 3500 ans avant le présent. Les liens entre transformation climatique et émergence des premières civilisations complexes sont étudiés de façon croissante avec des modèles qui suggèrent que certaines périodes de stress hydrique ont pu favoriser la coopération et la centralisation sociale comme stratégie adaptative, tandis que d'autres conditions ont pu déclencher des effondrements et des réorganisations. La fin du Pléistocène et le début de l'Holocène constituent donc un seuil chronologique d'une importance exceptionnelle pour l'histoire humaine, non pas parce que la nature humaine a fondamentalement changé à cette date, mais parce que les conditions environnementales dans lesquelles les sociétés humaines opéraient ont connu une transformation suffisamment profonde pour rendre possible des formes d'organisation sociale, technologique et économique qui n'avaient pas émergé auparavant à la même échelle. La sédentarisation, l'agriculture, la croissance démographique soutenue, la spécialisation des activités, l'accumulation des surplus, tous ces processus sont facilités, même si non rendus inévitables, par la stabilité climatique relative de l'Holocène. Ce que le registre archéologique de cette transition nous montre, c'est une humanité qui n'a pas attendu l'Holocène pour développer des comportements complexes, mais qui a trouvé dans les nouvelles conditions climatiques de l'Holocène un contexte dans lequel certaines potentialités pouvaient se développer à une échelle sans précédent. Les fossés dans notre documentation de cette période ne reflètent pas un mystère insurmontable, mais les limites prévisibles d'un registre archéologique qui documente mieux ce qui a été fixé et conservé que ce qui a été mobile et périssable. La préhistoire est une discipline fondamentalement fondée sur l'humilité épistémique. Elle travaille avec des données fragmentaires, des méthodes imparfaites et des modèles nécessairement provisoires. Cette humilité ce n'est pas une faiblesse, c'est la condition sine qua non d'une démarche scientifique rigoureuse qui distingue ce qu'elle peut établir de ce qu'elle ne peut que supposer. Il existe aujourd'hui un certain nombre de questions fondamentales sur la préhistoire humaine pour lesquelles les données disponibles ne permettent pas de fournir des réponses définitives. Identifier clairement ces zones d'incertitude est aussi important que de documenter ce que nous savons. La question de l'émergence de la conscience réflexive et du langage articulé est l'une des plus difficiles que pose la préhistoire cognitive. Nous pouvons documenter des comportements symboliques, parures, colorants, représentations graphiques, à partir d'environ 100 000 ans avant le présent, et de façon plus claire à partir de 50 000 ans. Mais ces comportements sont des corrélats inférés de capacités cognitives, pas des preuves directes. La question de savoir si les Néandertaliens possédaient un langage articulé comparable à celui de Homo sapiens, ou si des formes précoces de communication symbolique existaient chez des hominines antérieurs, ne peut pas encore être résolue avec certitude.
Les analyses génomiques ont montré que les Néandertaliens possédaient une version du gène FOXP2 associée aux capacités langagières et sont chez Homo sapiens, mais l'implication fonctionnelle de ce partage reste incertaine. L'anatomie des hyoïdes néandertaliens suggère des capacités vocales comparables aux nôtres, mais aucune de ces données ne suffit à trancher définitivement. La nature des relations entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis lors de leur coexistence en Europe reste elle aussi partiellement indéterminée. Nous savons qu'il y a eu métissage. Nous ne savons pas si ce métissage était le résultat de rencontres pacifiques, de captures, de pratiques rituelles spécifiques ou d'un continuum de relations sociales complexes. Nous ne savons pas si les deux populations vivaient en contact régulier ou si les rencontres étaient rares et localisées. Nous ne savons pas si les Néandertaliens ont adopté des éléments du comportement symbolique sapiens par contact direct, par imitation à distance, ou si les similitudes observées dans certains assemblages de transition résultent de développements parallèles indépendants. Ces questions ne sont pas sans réponse possible en principe, mais elles requièrent des données, sites de contact documentés, génomes de haute qualité en grande quantité, séquences de stratigraphiques continues qui ne sont pas encore disponibles en nombre suffisant. La question du peuplement initial de l'Amérique reste ouverte dans ses détails malgré des décennies de recherche intensive. Un corridor terrestre par la Béringie est bien documenté et généralement accepté comme voie principale, mais les modalités de ce peuplement, sa chronologie précise, le nombre de vagues de migration, la possible contribution d'une voie côtière longeant le Pacifique, l'éventualité de migration transatlantique ou transpacifique à des périodes antérieures font l'objet de débats actifs. Les données génomiques des populations amérindiennes actuelles sont compatibles avec plusieurs scénarios et les sites archéologiques, dont les datations précoces sont acceptées par une majorité de chercheurs, ne remontent pas encore au-delà de 16 000 ans de façon incontestable. Les sites plus anciens proposés restent sujets à des controverses méthodologiques que les données actuelles ne permettent pas de résoudre définitivement. La transition vers l'agriculture au Proche-Orient, bien documentée dans ses grandes lignes, présente encore de nombreuses zones d'ombre dans ses mécanismes et ses motivations. Pourquoi des populations qui avaient développé des stratégies de subsistance efficaces, les fondées sur la chasse et la cueillette, ont-elles adopté un mode de vie sédentaire agricole, généralement associé, dans ses phases initiales, à une détérioration de l'état de santé général mesurable sur les squelettes, augmentation des maladies infectieuses liées à la densification, diminution de la stature, carences nutritionnelles liées à la réduction de la diversité alimentaire. Les explications proposées, pression démographique, changement climatique, processus de coévolution entre humains et plantes cultivées, rôle de la compétition sociale dans l'accumulation des surplus, sont partiellement confirmées par les données disponibles, mais aucune ne fournit à elle seule une explication complète et universellement acceptée. La question de la conscience et de la complexité culturelle des hominines antérieurs à Homo sapiens et Homo neanderthalensis est particulièrement difficile à aborder avec les outils disponibles. Homo heidelbergensis, qui précède les deux lignées dans le registre fossile européen et africain, et les hominines de Denisova, connus principalement par des fragments osseux et des données génomiques, ont laissé des traces archéologiques qui suggèrent des capacités comportementales non triviales. Les outils bifaciaux de l'Acheléen, dont la fabrication requiert une planification temporelle et une habileté motrice fine considérable, remontent à plus d'1 million d'années en Afrique et se retrouvent jusqu'à plus de 500 000 ans en Europe et en Asie. Mais les inférences sur la vie sociale, cognitive et symbolique des fabricants de ces outils restent très limitées par l'absence de tout contexte documentaire comparable à ce que nous avons pour les hommes anatomiquement modernes. Ce panorama de l'incertitude ne doit pas être lu comme un catalogue de défaillances de la préhistoire en tant que discipline. Il est au contraire la carte de ses frontières actives. Les questions ouvertes qu'on en sont les points d'application des recherches en cours, les sites à fouiller, les analyses à développer, les modèles à construire et à tester. La science préhistorique progresse, lentement mais de façon cumulative, en réduisant progressivement les zones d'incertitude sans jamais prétendre les éliminer entièrement. Ce que l'évidence actuelle ne permet pas encore d'affirmer n'est pas destiné à rester indéfiniment dans l'ombre, mais à être éclairé progressivement par de nouvelles données, de nouvelles méthodes et de nouvelles générations de chercheurs.
La distinction entre ce que nous savons, ce que nous pouvons inférer avec prudence, et ce que nous ne pouvons pas encore établir, est la boussole de cette discipline. La préserver face aux pressions qui tendent à réduire les nuances, qu'elles viennent des médias en quête de sensationnel, des promoteurs de théories alternatives ou de chercheurs trop pressés de conclure, est une responsabilité partagée par tous ceux qui contribuent à la construction et à la diffusion du savoir préhistorique. Il y a une qualité particulière au silence d'un site de fouilles à l'aube, avant que les équipes arrivent et que le travail reprenne. Les couches d'occupation s'étendent dans le profil de la tranchée, distinguées par leur couleur, leur texture, leurs inclusions. La couche supérieure est brune, organique, récente. En dessous, une bande de sédiments plus claire, plus compacte, presque stérile, marque un hiatus. Et puis, en dessous encore, une couche plus sombre, chargée en charbon de bois, traversée de petits fragments osseux qui portent en elle les traces de quelques jours, ou peut-être de quelques années, d'une présence humaine vieille de 30 000 ans. C'est dans ce rapport direct avec le sédiment que la préhistoire retrouve sa réalité la plus concrète, après les modèles théoriques, les débats chronologiques et les grandes synthèses comparatives. Ce retour au terrain n'est pas une métaphore de clôture. C'est le rappel que toute connaissance préhistorique commence et finit dans le sol, dans la relation entre la main de l'archéologue, l'outil de fouille et la couche sédimentaire qui cède progressivement ces informations. Les données génomiques, les images satellites, les analyses isotopiques, tout cela part de prélèvements réalisés dans des contextes stratigraphiques précis, dont la valeur dépend entièrement de la qualité de leur documentation sur le terrain. La sophistication des analyses en laboratoire ne peut pas compenser une fouille mal documentée ou un contexte stratigraphique perturbé. Le terrain reste irremplaçable. Les fouilles récentes, dans toutes les régions du monde, continuent de produire des résultats quantiques qui modifient nos pronomodèles. En Afrique du Sud, les sites de la zone côtière entre le Cap et Port Elizabeth ont livré au cours des 2 dernières décennies des assemblages qui ont repoussé vers le passé la documentation des comportements symboliques précoces. La grotte de Blombos, dans la province du Cap-Occidental, a fourni des perles de coquillages perforés datés de 75 000 ans, des fragments d'ocre gravés de motifs géométriques datés de 75 à 100 000 ans et des traces de préparation de pigments suggérant une chaîne opératoire planifiée à 100 000 ans. Ces résultats ont fondamentalement changé notre compréhension de la chronologie du comportement symbolique, la déplaçant de l'Europe du Paléolithique supérieur vers l'Afrique australe du Pléistocène moyen final. Dans les grottes de la région de Sulawesi en Indonésie, des datations publiées depuis 2014 ont progressivement révélé que certaines des plus anciennes œuvres d'art figuratif connues se trouvent non pas en France mais en Asie du Sud-Est. La scène de chasse de Leang Buluzipong IV, représentant des figures humanoïdes chassant des animaux, datée d'au moins 45 000 ans, constitue à ce jour l'une des plus anciennes représentations narratives documentées. Ces découvertes ont non seulement modifié la géographie de l'art préhistorique, mais elles ont suscité des questions nouvelles sur les origines cognitives de la capacité de représentation figurative et sur les relations entre les populations qui occupaient ces différentes régions du monde à cette époque. Dans les déserts d'Arabie saoudite, des prospections systématiques menées depuis une dizaine d'années par des équipes internationales dans le cadre du projet paléodésique ont révélé l'existence de centaines de sites paléolithiques dans des régions qui étaient, lors de périodes d'humidification du Pléistocène, traversées par des réseaux fluviaux actifs. Ces découvertes documentent des couloirs de migration hors d'Afrique dont l'importance avait été sous-estimée dans les modèles antérieurs et suggèrent que la péninsule arabique a pu constituer un carrefour démographique majeur lors de plusieurs périodes du Pléistocène moyen et tardif. Ces 3 exemples, parmi des dizaines d'autres qui pourraient être cités, illustrent que la préhistoire est une discipline en pleine expansion, dont les révisions ne tendent pas dans une seule direction. Elles ne pointent pas systématiquement vers des civilisations plus anciennes ou plus avancées qu'on ne le croyait. Elles documentent une complexité et une diversité géographique que les modèles antérieurs ne capturaient pas. Elles déplacent en réalité des chronologies avec précision. Elles révèlent des comportements dont l'existence était inférée mais non documentée. La science préhistorique avance par accumulation de données, par révision de modèles et par l'ajustement progressif de ses hypothèses aux contraintes du registre archéologique. Ce que le fossé temporel préhistorique représente, dans cette perspective, est non pas une preuve de l'existence de connaissances cachées ou de civilisations supprimées,
mais le reflet fidèle des limites structurelles d'une discipline qui travaille avec ce que le temps et la géologie ont préservé. Ces limites y sont réelles, significatives et ne doivent pas être minimisées. Elles imposent une humilité que la rigueur scientifique rend non seulement acceptable, mais nécessaire. Mais elles n'impliquent pas que ce qui n'est pas encore documenté était nécessairement extraordinaire, ni que ce qui est inconnu doit être interprété comme la preuve d'une connaissance délibérément dissimulée. Le sédiment ne ment pas. Il conserve ce qui peut être conservé, détruit ce qui ne peut pas l'être, et nous restitue une image partielle, biaisée, mais réelle d'un passé humain, d'une richesse et d'une complexité que nous ne faisons qu'entrevoir. Les chercheurs qui travaillent à reconstituer ce passé le font avec les outils dont ils disposent, dans les limites de ce que le registre leur permet d'établir, et avec une conscience croissante des biais qui structurent leur vision. La couche silencieuse dans la paroi de la tranchée ne contient pas de secret. Elle contient du temps, de la matière transformée et peut-être, si les conditions de conservation l'ont permis, les traces imperceptibles d'une présence humaine ancienne. Lire ces traces demande de la patience, des outils, des méthodes et une disposition à accepter que certaines questions resteront sans réponse définitive, non pas parce que la réponse est cachée quelque part, mais parce que le temps et la géologie ont décidé autrement. C'est dans cet espace entre la question et la limite de la réponse possible que la préhistoire continue de travailler, avec la rigueur tranquille de ceux qui savent que la connaissance du passé humain est une construction lente, collective et toujours provisoire.